Et bonjour à tous, aujourd'hui dans le ZCL, on est le 16 septembre, il est 12h30 et nous serons ensemble jusqu'à 14h. Nous allons recevoir dans très peu de temps Viviane Mélion de France Bonjour, présidente de l'association Amalgame Humanis. Nous allons parler d'un séminaire qui aura lieu le 20 septembre. Qui traitera du syndrome des bébés secoués, donc une problématique qui touche beaucoup de familles et notamment un enfant sur 10 donc, en France. Donc on reviendra sur ce sujet. Et avec Maïté Perrault, bonjour, on parlera de la rentrée culturelle. Elle est fondatrice de Caca Fête et de Serenity Island. Et ce sera l'occasion de faire un point sur cette rentrée culturelle. On recevra ensuite Sarah Assia, chroniqueuse du ZCL pour sa mission Régénérescence. Il sera question de sophrologie. On aura aussi par téléphone Jimmy Otto, donc de l'ASPEG, qui nous parlera du débrayage organisé sur le lycée de Port-Louis ce matin. Il sera question aussi avec Marilène Ferdi, directrice opérationnelle du campus Luminance de l'Édito. Donc retour sur cette chronique. Par rapport à l'actualité aujourd'hui, il sera aussi question de la Miss Guadeloupe qui a été élue hier et aussi de la Miss Petit-Bourg qui a été soutenue par sa commune. On verra un petit reportage lié à son élection. Il sera aussi question du marathon qui a eu lieu sur le Memorial Act, organisé par l'EFS et le Rotary pour pouvoir stimuler ce don du sang qui est très important dans notre Guadeloupe. Il sera aussi question de l'AG du syndicat de l'école et des collèges, donc faire le point sur la rentrée qui, malgré l'absence de gouvernement et de ministre, a pu se faire tant bien que mal. On reviendra sur ce sujet, notamment avec Monsieur Otto. Il sera aussi question de la conférence Sinoval qui a eu lieu ce samedi pour parler du traitement des déchets et de la mise en place d'actions qui va vers le public. On reviendra aussi sûrement avec Monsieur Losbar sur l'état politique de la Guadeloupe et il sera aussi question pour terminer du déploiement d'ambassadeurs jeunesse ou comment soutenir l'insertion. Donc un programme riche aujourd'hui. Voilà, on va commencer tout de suite avec le séminaire organisé donc le 20 septembre avec l'association Amalgame Humanis avec Madame Viviane Mélion de France qui est parmi nous et qui sera rejoint, je pense, par le docteur Nora Edreville qui sera parmi nous dans très peu de temps, j'imagine. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on va déjà peut-être expliquer l'association. Déjà pour commencer. Bonjour, bienvenue. L'association Amalgame Humanis, c'est une association qui a été créée en 1992, il y a 32 ans, et qui s'occupe de l'enfance défavorisée. Mais nous évoluons avec la société et de plus en plus, n'est-ce pas, nous nous accrochons à traiter des problèmes qui nous sont portés par les usagers. D'accord, donc le public que vous ciblez en priorité, ce sont les parents, les familles, d'accord. Et donc vous avez des projets divers liés à cette cible et aux actions que vous mettez en place. Absolument. Alors donc nous travaillons avec les familles pour recueillir déjà leurs doléances, leurs besoins, pour les aider à passer dans des moments difficiles, n'est-ce pas, les aider à trouver des solutions. Mais nous travaillons aussi sur le socio-culturel pour les aider à avoir une autre vision de la Guadeloupe, une autre vision de leur vie personnelle et de leur famille. Cette année, nous avons axé nos travaux sur la parentalité, puisque l'année dernière, nous avons eu beaucoup de petits soucis, je dirais des petits problèmes même graves avec les familles, et nous essayons de faire en sorte qu'on leur apporte des solutions comme on peut, mais on essaie vraiment d'ouvrir un peu le champ des possibles pour que les familles se sentent de mieux en mieux, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de violence, qu'il y a énormément de difficultés, il y a énormément de problèmes en Guadeloupe actuellement, et c'est vrai que les enfants et les familles paient le plein pot. D'accord, donc les actions pour soutenir les familles et les enfants, comment les citoyens, s'ils veulent s'impliquer dans votre association, comment ils peuvent faire pour participer ? Alors, nous sommes, bien sûr, nous accueillons tout le monde. Nous sommes très demandeurs, même, je dirais, d'avoir des personnes bénévoles, surtout des personnes bénévoles formées. Alors, nous acceptons, bien sûr, tout le monde, mais nous avons beaucoup de personnes formées dans le métier de la santé, donc éducateurs spécialisés,
spécialisés, des infirmiers, des médecins, des personnes à la retraite qui ont du temps à donner, qui veulent bien s'investir. Et puis des jeunes aussi qui ont envie de dire des choses, qui ont envie de se placer. Alors nos plus jeunes bénévoles ont 15-16 ans. Ce sont des jeunes qui ont envie de travailler pour leur société et qui sont avec nous pour travailler sur les Instagram, pour faire des projets qui leur ressemblent et qui sont nécessaires, qui leur sont nécessaires. D'accord. On va revenir sur le séminaire que vous organisez. Donc, on va accueillir Madame Edreville, donc qui est médecin de la PMI, donc la protection maternelle et infantile. Je pense que ce serait bien de pouvoir expliquer un peu le rôle de la PMI déjà pour commencer en Guadeloupe. Alors, tout à fait. Déjà, bonjour à tous les téléspectateurs et invités. Bonjour. Oui, donc la PMI, donc la protection maternelle et infantile, c'est une structure donc, qui existe depuis l'après-guerre en Guadeloupe depuis 1973. Et en fait, c'est vraiment une structure médico-sociale de proximité qui a pour rôle la prévention et la promotion de la santé de la femme enceinte et des enfants de 0 à 6 ans. Donc on trouve les centres de PMI qu'on appelait aussi avant dispensaires ou que maintenant on appelle classes dans quasiment toutes les communes. Et donc vous allez avoir donc des professionnels de santé, donc des médecins, des sages-femmes, des puéricultrices, aussi des éducatrices éducateurs de jeunes enfants, pour vraiment prendre en charge la population. Et c'est ouvert à tous, sans condition de ressources, et les soins sont gratuits. Quels sont les défis principaux qu'on peut trouver actuellement dans les familles en Guadeloupe ou pour les jeunes ? Déjà, c'est assurer un suivi régulier, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à temps à des médecins, une sage-femme en libéral. Donc, c'est déjà ça. Et puis, vraiment, la prévention. Le maître mot, c'est la prévention. Prévention des écrans, prévention de l'obésité. Sur le versant, on va dire gynéco-prévention des IST, etc. Donc, vous avez des programmes bien spécifiques par rapport à toutes les pathologies que vous avez citées, des actions que vous mettez en place, c'est ça ? Alors oui, dans chaque... parce que les PMI sont regroupés en circonscription. Dans chaque circonscription, oui, il y a déjà des actions qui sont faites en ce sens-là. Mais c'est vraiment le travail de proximité auprès des familles qui permet de les sensibiliser à tous ces risques. D'accord. Donc là, il va s'agir d'un séminaire qui aura lieu le 20 septembre. On va parler du syndrome du bébé secoué. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est que ce syndrome ? Peut-être le médecin ou je ne sais pas. Alors, le syndrome du bébé secoué, c'est un syndrome qui est grave pour le bébé puisque ça impactera son avenir. C'est simplement le fait que un parent ou quelqu'un qui s'occupe d'un enfant soit un petit peu excédé par ses pleurs incessants, qui a déjà tout fait, qui a déjà changé, donné le biberon, qui a calmé, et puis ça ne passe pas. Et c'est vrai que dans certaines situations familiales ou professionnelles, on est un petit peu à cran, et ça arrive que on tienne le bébé sous les aisselles et on le secoue. Mais vraiment secouer brutalement. Ce n'est pas envoyer en l'air quand on joue avec le bébé, ce n'est pas le bercer un peu fort, c'est vraiment le secouer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? La tête va bouger d'avant en arrière et il y aura des lésions parce que le cerveau va cogner sur la boîte crânienne en avant, en arrière, et ça va entraîner une hémorragie sous-durale ou alors des lésions au niveau médulaire. Ce qui va entraîner tout de suite des signes chez le bébé, mais qui va entraîner aussi des séquelles qui peuvent être très graves. Alors, il y a des personnes qui... on dit que quand un enfant est secoué et qu'il arrive en milieu hospitalier, puisque évidemment ça se termine en milieu hospitalier, il a déjà été secoué au moins 2 fois. Parce que c'est vrai que il y a une espèce de cercle vicieux qui s'instaure entre le parent et le bébé. Le bébé pleure, le parent, au bout d'un moment, est à bout, il secoue le bébé se tait. Donc le parent intègre que le secouement du bébé va arrêter les pleurs. C'est une forme d'escalade en fait, c'est ça ? Ça finit par faire une escalade. D'accord. Jusqu'à ce que il y ait l'accident qui fait que le bébé à ce moment-là est blessé.
Donc, il a ces lésions qui vont s'installer, qui vont Quels signes on peut justement avoir? Alors, les signes, ça va être très rapide. Une léthargie ou alors un côté du corps qui ne bouge pas ou des différents signes neurologiques qui vont faire que le parent va devoir appeler les secours et le transférer en milieu hospitalier. Et c'est en milieu hospitalier que le diagnostic sera posé. Donc, ça passe par la case hôpital, forcément, oui. Et donc... urgence pédiatrique. Urgence pédiatrique. Oui. Du coup, comment, en tant que professionnel de santé, on réagit face à ça? Est-ce que, on a les signes qui font appel. Qu'est-ce qui se passe après dans la prise en charge? Alors, déjà... les signes cités, il y en a d'autres aussi qui peuvent... d'où la difficulté en fait du diagnostic, c'est que quelquefois ça peut être simplement des vomissements, ça peut être aussi une augmentation du périmètre crânien. Donc c'est pas toujours le diagnostic, ou des fois carrément on a un arrêt cardio-respiratoire dans les cas les plus extrêmes inaugural. Donc, c'est pour ça que le diagnostic n'est pas évident. Après, il y a des points d'alerte qui doivent sensibiliser les professionnels. C'est une histoire qui est un petit peu incohérente, qui change un petit peu au fur et à mesure. La présence d'ecchymoses multiples au niveau du tronc, du cou, chez un enfant notamment qui n'est pas en âge de marcher. Voilà, toute suspicion de maltraitance doit effectivement conduire le professionnel à faire les examens adaptés et à prévenir les autorités judiciaires, sachant qu'il n'appartient absolument pas aux soignants de savoir, de déterminer qui a secoué, etc. Oui, ça, c'est le rôle de... Voilà. C'est un volet pénal. C'est un volet pénal, c'est le rôle de l'enquête. Les soignants sont là donc pour prendre en charge l'enfant, informer aussi les parents et surtout faire le signalement en cas de suspicion. Alors, vous avez parlé d'être à bout. Alors, à quel moment il y a un passage, on va dire, il y a comme un déclic qui se fait pour le parent pour aller vers ce type de comportement? Est-ce que ça s'explique ou bien... C'est compliqué parce que c'est pas seulement le parent. Hein, je vais tout de suite ramener les choses à la normale. C'est pas seulement le parent, ça peut être simplement quelqu'un qui a en charge un bébé, qui le prend, ça va être l'assistante maternelle, ça peut être quelqu'un qui est à la crèche par exemple, qui va être soi-même déjà fatigué, déprimé psychologiquement, soit addict qui est sous alcool ou sous drogue, ou qui a un parcours de vie difficile, un moment de vie difficile. Donc la personne ne va pas supporter que le bébé crie pendant longtemps. Il y a des bébés malheureusement qui ont des coliques, par exemple, la colique du nourrisson. Le bébé va pleurer pendant des heures. On va essayer de le calmer, il ne va pas se calmer, on le berce, on le prend, on le donne à boire, on le change, on le couche, on le baigne, enfin, on essaie toutes sortes de choses. Puis un jour après l'autre, plus tout le reste, on finit par être à bout. Et ce geste-là revient ou se fait sans parfois que la personne se rende compte. Des fois, il y a un déni total. La personne ne se rend pas compte qu'elle a secoué le bébé au point de lui faire mal. Parce que c'est vrai que ça n'est pas fait pour faire mal au bébé. Ça n'est pas une maltraitance voulue. C'est un besoin d'avoir la paix, un besoin de calmer le bébé, un besoin de le faire taire. Donc, en fait, ça n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Il y a des personnes qui peuvent entendre le bébé pleurer pendant une journée, puis rester très calme, très posé, puis faire ce qu'il faut. Et d'autres personnes qui ne peuvent pas parce qu'ils traversent un moment difficile ou que... il y a une circonstance surajoutée qui fait que... Donc j'imagine que la PMI aussi est là pour pouvoir dépister les situations qui sont à risque. Comment du coup vous travaillez de concert avec les associations comme Amalgame Humanis, comment la collaboration se met en place? Alors, la PMI est là effectivement en amont puisqu'on fait des actions de soutien à la parentalité, puisque dès le début de la grossesse, qu'il y a un accompagnement par les sages-femmes et ensuite en postnatal
encore les sages-femmes, la puéricultrice et médecins. C'est vrai qu'on est surtout en lien avec l'hôpital, hein, puisqu'on a des liaisons PMI, on a des infirmières de liaison qui font le lien entre l'hôpital et les différentes structures de PMI. Mais effectivement, je pense que dans le futur, on va développer une étroite collaboration avec l'association Amalgame Humanisme, parce qu'en fait, c'est très important, en gros, d'avoir un vrai maillage, hein, puisqu'on n'est pas de trop, hein, pour faire de la prévention. Donc, d'accord. Donc, du coup, alors, ce séminaire qui aura lieu le 20 septembre donc, à la Cité des Métiers, il y a un programme riche qui va traiter de plusieurs aspects, à la fois dépistage, le volet pénal. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur... Oui, alors, ce séminaire a été déjà imaginé, je dirais, par les membres de l'association Amalgame Humanisme, parce que nous avons eu, entre autres l'année dernière, un signalement de bébés secoués parmi nos usagers et on a cherché des solutions, on n'a pas compris, enfin, ça nous a un peu dépassé. Et je me suis dit, voilà, on est dans un tout petit pays, mais en fait, on ne sait pas qui fait quoi et à qui il faut s'adresser réellement. Donc, avec Madame le procureur, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à ce sujet, nous avons décidé de mettre en place ce séminaire et nous avons cherché toutes les forces vives qu'il y avait autour de nous. Donc, la PMI pour commencer, le CHU, service de pédiatrie, la police, la gendarmerie, le GIPRASPEG, vraiment toutes les instances qui tournent autour de la prise en charge de la parentalité de l'enfant, tous les services, parce que dans chaque administration, il y a un service ou pour les mineurs, ou pour les familles, ou pour les enfants. Donc, toutes ces administrations seront représentées lors de ce séminaire. Nous allons travailler ensemble. C'est un séminaire qui est réservé aux professionnels. Donc, on va avoir la PMI, bien sûr, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers de ville, les sages-femmes. On va avoir un organisme qui est récent en Guadeloupe, mais qui est très important. C'est la Maison des 1000 jours, qui est une organisation qui s'occupe du bébé et de la famille, de la grossesse à 18 mois. Et donc, ça permettra justement de montrer aux parents et de faire savoir aux parents qu'on a un endroit où on peut aller quand on est à bout, se poser, réfléchir, discuter. Donc, on sera tous ensemble le 20 septembre. Donc là, c'est vraiment dédié aux professionnels. C'est dédié aux professionnels. Donc, c'est dans l'idée d'aller vers le maillage dont on parlait tout à l'heure, c'est ça? Se connaisse. Mais est-ce que vous aurez, du coup, pour le public, des actions que vous allez... Voilà. Donc, nous sommes promis, tous ensemble, n'est-ce pas, de se retrouver à distance de ce séminaire pour faire un peu le débriefing et de faire ensuite des conférences-débats avec des termes, des regards différents sur les violences intrafamiliales. Donc, je pense qu'on va attendre janvier, puisque là, on va arriver dans les fêtes. Donc, à partir de janvier-février, on va avoir un premier séminaire sur les violences intrafamiliales avec soit un regard de la PMI, soit un regard de la police, la gendarmerie. Enfin, on va s'organiser pour que tout le monde puisse parler au public et expliquer aux familles ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et ce à quoi ce qu'ils risquent aussi, ce vers quoi ils peuvent aller. Parce qu'un bébé secoué, c'est toute une famille qui est en détresse et un bébé qui est en danger, qui peut se retrouver handicapé. Est-ce qu'on a des chiffres spécifiques pour la Guadeloupe? Non. Pour la Guadeloupe, on n'a pas de chiffres spécifiques. On a des signalements, mais tous les signalements ne se sont pas avérés vrais puisque le diagnostic ne se pose que sur des examens radiologiques et IRM, des examens précis. S'il n'y a pas ces signes-là, on ne peut pas dire que c'est un bébé secoué. Donc, on doit d'abord faire le signalement, la pédiatrie fait les tests, fait les examens, et ensuite, le diagnostic est posé. Donc, pour l'instant, on n'a pas de chiffres, mais je pense que là, avec ce que vous mettez en place, ça va pouvoir être possible. En tout cas, merci d'être venu parler de ce séminaire. Vous pourrez nous refaire un retour avec grand plaisir sur ce que vous avez pu mettre en place ou coordonner. Voilà. Merci en tout cas. Merci. On va passer à une autre actualité culturelle avec Maïté. Maïté, donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette année? Comment votre média culturel continue de promouvoir ce qui se passe en Guadeloupe?
Tout à fait. Donc, kaikafête.com, qui est ce web média, puisque c'est d'abord un média en ligne qui existe. Alors, le nom existe depuis 2007. Il s'est professionnalisé en 2009. Et le site kaikafête.com est arrivé en 2012, exactement. Et donc, depuis toutes ces années, l'objectif, comme vous l'avez dit, c'est de mettre en avant les industries culturelles et créatives, donc l'art dans toute sa dimension, la culture, donc tous les événements. Il y a beaucoup d'événements en Guadeloupe, on peut le dire. Et il y a énormément d'événements. Alors, il y a eu la période Covid qui a un petit peu, on va dire, écrit des pages blanches. Et encore, il y avait quand même des choses qui se faisaient par Zoom, etc. Il y avait quand même une certaine dynamique. Et là, en 2024, ça a repris vraiment de plus belle. Et ce qui est assez intéressant par rapport à la présence de kaikafête, c'est cette analyse que j'ai, du coup, depuis plus de 12 ans, c'est de voir l'évolution, et j'en parlais avec des contacts dernièrement. C'est par exemple les expositions. Avant, il y en avait peut-être 2-3 sur le territoire dans les années 2008-2009, puisque ça tenait, je me souviens, je faisais sur une page Word, etc. Aujourd'hui, ça tient plus du tout sur une seule page. Tous les événements, il y a énormément de festivals, il y a énormément d'expositions, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'est, comme on l'a indiqué, ce sont des industries culturelles et créatives. Donc, c'est aussi des activités qui permettent de créer des emplois, qui permet le lien intergénérationnel. Donc, il y a une vraie industrie culturelle maintenant qui s'est... En fait, en tout cas, il y a de l'animation, il y a des événements. Ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir contribuer à structurer davantage ce secteur, puisqu'il y a énormément on va dire, de choses à faire pour contribuer à structurer, pour que nos artistes puissent vivre de leur métier. C'était un peu l'objectif de kaikafête initialement, c'était de montrer qu'il y avait assez d'événements et d'aller encourager nos artistes, d'aller dans les concerts de nos artistes locaux, des expositions, pour que nos artistes puissent vivre de leur art. Voilà, c'est justement, par rapport à la structuration, qu'est-ce qui serait convenable, ou en tout cas qui permettrait de développer encore plus cet aspect industrie, et je veux dire que ça soit rentable à la fois pour les artistes, pour qu'ils puissent être payés à leur juste valeur, et que ça soit une économie en fait rentable, on va dire, pour nous. Qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Alors d'abord des chiffres, oui. Parce que je vois, même comme il disait sur l'impact, le nombre de bébés secoués, on n'a pas de chiffres. Dans ce secteur-là, on a très peu de chiffres également. Qui permettrait, parce que l'économie ne fonctionne qu'avec des chiffres, donc qui permettrait d'avoir des chiffres et de se dire, voilà, aujourd'hui l'économie industrielle et de nos industries culturelles et créatives, ça vaut tant, et voilà quels sont nos objectifs. Donc par exemple, le nombre d'artistes qui sont intermittents du spectacle, le nombre, en tout cas, on a des structures qui se font. Il y a eu beaucoup de progrès dans notamment le cinéma. Et ça, on le voit dans la production. Beaucoup de festivals, il y en a beaucoup de festivals, beaucoup de productions cinématographiques en local, donc avec des équipes de tournage de l'extérieur, mais qui viennent aussi utiliser aussi nos compétences locales, mais également des artistes, des réalisateurs, des scénaristes en local qui produisent. Donc ça, c'est parce qu'il y a eu des structurations grâce à la région Guadeloupe, avec le CNC, avec Canal+, etc. Donc ça, c'est très dynamique. Maintenant, ce qu'il faut derrière les industries culturelles et créatives, ce n'est pas que ça. Il y a la littérature. Donc là aussi, il y a une belle dynamique avec nos maisons d'édition. Je crois qu'elles sont 5 ou 6. Les éditions d'Aigues-Marron, Azor, Nestor, voilà, enfin, il y en a plusieurs comme ça. Caraïbes Éditions également, donc qui sont présentes sur nos territoires. Il y a énormément de productions littéraires, donc des livres qui sortent chaque année, qui sont vendus. Mais ça, est-ce qu'on a le chiffre exact ? On ne les a pas exactement. D'accord. Dans tout ce qui est théâtre, musique, donc tout ce qui est, on va dire, le spectacle vivant, donc danse, musique, théâtre, là, on a un statut qui est assez intéressant, qui est un statut propre à la France, qui est celui d'intermittent du spectacle. Et bien là, on a des progrès aussi à faire. Est-ce qu'il y a, du coup, beaucoup d'intermittents déclarés, des artistes vraiment... Donc ça, il n'y a que France, maintenant Pôle emploi, qui s'appelle France Travail. Comme ça change à chaque fois. France Travail qui pourra nous dire... Et ça aussi, c'est des chiffres qui sont, on va dire, qui sont là, mais qui permettraient, en tout cas, d'être résumés, d'être synthétisés. Et c'est l'objectif, d'ailleurs, du prochain magazine, puisque kaikafête... Oui, il y a eu 3 magazines annuels. Il y a 3 magazines annuels, voilà. Il y a le guide du carnaval, donc Carnaval Rivé, donc, qui est le guide pratique du carnaval en Guadeloupe, qui existe maintenant depuis 9 ans. Donc 9 ans chaque année, depuis 9 ans chaque année, en janvier, il y a le guide du carnaval. Et d'ailleurs, c'est le carnaval dans toute sa dimension. C'est pas que la mise en avant de la fête, etc. C'est la
mise en avant de métiers. Donc, on avait fait les couturières, les artisans. C'est la mise en avant des recettes de cuisine, de la musique qui est en lien là. Et on avait fait un article sur justement l'impact du carnaval sur l'économie globale. Et puis, j'ai sorti le Vacances Rivées, donc première édition cette année. C'est le guide culturel des vacances en Guadeloupe, des grandes vacances. Qui permet d'avoir un petit guide sur... on parle de littérature, on parle de jeux traditionnels, de musique traditionnelle. Il y avait un zoom sur le gros cas. Donc l'objectif, c'était de mettre en avant l'art et la culture pour en tout cas un petit guide. Et le prochain guide, c'est À la Reprise. Donc À la Reprise, c'est un guide des industries culturelles et créatives dans lequel il y aura des interviews, des fiches pratiques, mais aussi un calendrier annuel des événements. Donc comme vous parliez de qu'est-ce qu'il y avait de nouveau pour l'année 2024-2025, j'ai déjà vu qu'il y avait un nouveau festival qui arrive en octobre, un festival de musique qui s'appelle le Festival 97. Mais après, je pense que ça va être l'ancrage des festivals qui existent déjà dans le paysage guadeloupéen du territoire. On retrouve les mêmes salons. On va retrouver le Serenity Island 2025. On va retrouver Serenity Islands, le festival Nouveau Regard. En octobre, on retrouve le CIF, le CineStar International Film Festival, mais aussi le festival Monde en Vue, qui est le festival du film international du droit humain. Donc on retrouve un petit peu ça de manière encore un peu plus ancrée, je vais dire. Et puis il y a eu beaucoup aussi de réflexions, alors notamment pour les salons. En tout cas, c'est avec plusieurs professionnels avec qui j'en ai parlé, donc des salons en Guadeloupe qui attirent beaucoup moins qu'avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez avant le salon Black Beauty au WTC, qui attirait plus de 15 000 personnes, etc. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile à attirer autant de monde en fait sur un même événement. Alors moi, j'ai quelques pistes de réflexion, mais l'objectif, c'est pourquoi pas faire une réunion là-dessus. Justement, est-ce que il pourrait y avoir un réseau en plus du réseau que vous avez, qui pourrait se mettre en place pour travailler intellectuellement sur ce type d'interrogation? Alors, il y a d'une chose, c'est effectivement d'abord les professionnels qui peuvent se regrouper. Il y a déjà eu des syndicats, il y a eu la Fédération des professionnels de l'événementiel et de la culture qui a beaucoup agi pendant le Covid pour permettre aux professionnels d'avoir des subventions et de survivre, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a une partie qui appartient au pouvoir public de pouvoir organiser, structurer, parce que c'est du développement économique. Voilà, et puis c'est vrai que chacun dans notre coin, déjà on essaie parce que mine de rien, la crise Covid, c'est vrai qu'elle, si elle est derrière nous, elle est quand même... Elle a impacté beaucoup. Elle a énormément impacté, notamment sur l'inflation, sur les coûts de revenus, tout a augmenté quand on fait de l'événementiel, quand on produit un concert, un spectacle, entre les charges, la communication, le matériel, la location, etc. Ça a vraiment augmenté, tandis que les prix d'achat en fait, du ticket n'a pas forcément, lui... Est-ce qu'il y a des aides suffisantes, du coup, qui sont faites pour ce type d'événement? C'est une question. Est-ce qu'il y a assez d'aide, soutien Je ne sais pas s'il y a besoin d'aide, parce que ça reste des initiatives privées. Quand on est producteur de spectacle, c'est un métier comme un autre, donc il faut trouver des sponsors, etc. Je pense que sur ça, certaines entreprises jouent bien le jeu en tant que sponsoring, qui sont sursollicitées. Je pense que les institutions aussi, elles aident pas mal les associations à créer ça. Après, c'est chacun essaie de trouver ou de moduler. Par exemple, un salon, avant, il était sur 3 jours, on va peut-être le faire sur 2 jours, etc. Donc, il y a des réflexions et puis je pense qu'on s'adapte. L'objectif, c'est de s'adapter à chaque fois pour permettre de proposer quelque chose de qualité tout en j'ai envie de dire, gagner son argent et vivre de ce qu'on veut faire, de sa passion. En tout cas, merci pour ce petit bilan sur la rentrée culturelle. Je pense que on reviendra ensemble pour parler justement. Alors le prochain c'est le Festival du cinéma. Alors il y a le festival, le CIF d'abord, le CineStar International Film Festival, et après le festival Monde en Vue. Voilà, ça c'est des grands événements. Avant ça, il y a les journées du patrimoine au mois de septembre, et puis les journées des associations qui se déroulent chaque week-end dans différentes communes pour pouvoir choisir son activité. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, de pouvoir mettre ses enfants, de pouvoir se mettre en tant qu'adulte aussi à une activité culturelle, de s'ouvrir les horizons et pourquoi pas créer des vocations et donc des métiers et faire évoluer notre Guadeloupe, et à l'image de Luan Pommier. Luan Pommier qui a clôturé officiellement ses Jeux Olympiques 2024 et qui était sur scène devant tout le monde, qui est guadeloupéenne,
malvoyante et qui a de grandes capacités, un beau don. Et voilà, je trouve que c'est formidable. Donc, j'encourage tout le monde à tenter, en tout cas, l'expérience de l'art et de la culture. D'accord, super, le mot est dit. On va pouvoir faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec Assia Sarah pour sa chronique Mission Régénérescence, ainsi que Jimmy Otto par téléphone où on parlera de la rentrée scolaire. On revient tout à l'heure. Bienvenue sur la deuxième partie du ZCL, il est 13h05 et nous allons recevoir tout à l'heure Assia Sarah qui est sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Pour sa chronique Mission Régénérescence. Donc on va parler de sophrologie aujourd'hui. Exactement. On va revenir tout à l'heure, déjà parler de l'actualité donc qui était de l'élection de Miss Guadeloupe, comme vous le savez tous. Donc Moira André a été sacrée Miss Guadeloupe 2024 ce dimanche après une cérémonie plus de 3 heures avec plusieurs centaines de spectateurs. Et la Miss Petit-Bourg est arrivée première dauphine et était soutenue par sa commune. On voit un reportage ensemble de cette équipe qui a soutenu la Miss Petit-Bourg. Nous sommes sur la place Dominique Lariffe à Petit-Bourg pour le grand départ afin d'aller à l'élection Miss Guadeloupe où nous allons bien sûr soutenir notre Miss Chana Jean-Clément qui est la candidate numéro 9 à cette élection. Il faut qu'elle sache qu'elle a du soutien, que les petits bourgeois sont là avec elle et que les petits bourgs la soutiennent. Petit-Bourg est fier d'elle, le maire David Nebor est fier d'elle et nous-mêmes les élus et toute la population petit-bourgeoise, nous sommes derrière elle et peu importe le résultat du jour, mais en tout cas on espère qu'elle gagne, mais on sera toujours derrière elle jusqu'à l'élection de Miss France. Je dis à Chana d'être humble, bien sûr, et aussi avoir la joie intérieure et de bien représenter Petit-Bourg. Vive Petit-Bourg, vive Chana. Chana, Mibus l'arrivée, Mibus l'arrivée. Chana, Mibus l'arrivée. Donc la Miss Guadeloupe qu'on recevra sûrement dans la semaine. On va parler politique et justement suite à l'élection, on va dire, du Premier ministre Monsieur Barnier, toujours le gouvernement n'est toujours pas mis en place. Une interview à Monsieur Guy Losbar a été réalisée pour pouvoir avoir son avis sur le sujet. On voit un reportage. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale française et des élections législatives qui se sont suivies, le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie politique française est devenue particulièrement compliquée. Il y a eu quand même, la semaine dernière, la nomination d'un Premier ministre français, je veux parler de Michel Barnier, qui a du mal d'ailleurs à former un gouvernement. Mais en ce qui concerne la Guadeloupe, nous avons voulu faire le point avec le président du conseil départemental, Guy Losbar. Il a répondu à nos questions. Mais nous poursuivons les travaux puisqu'il y a eu des résolutions qui ont été votées au mois de juin. Là, pendant les 6 mois, logiquement, la commission ad hoc devrait reprendre ses travaux et pour qu'on puisse travailler sur la loi organique, puisque une fois que la volonté s'est exprimée, qu'a été votée, il faut dire que depuis la région et le département, les deux collectivités ont voté les résolutions dans les mêmes conditions, dans les mêmes textes. Et là, maintenant, c'est travailler sur cette loi organique. Donc, le nouveau Premier ministre, en tout cas, nous allons pouvoir lui remettre les conclusions donc, de ces travaux et par la suite travailler sur ce projet de loi. En fait, il faut rappeler que le GUSR, c'est un parti guadeloupéen. Oui. Donc, nous, ce qui nous détermine, c'est l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Donc, que le Premier ministre soit de droite, soit de gauche, soit Macron ou de centre, avant tout, c'est les intérêts de la Guadeloupe qu'on va mettre en avant. Et en même temps, ces couleurs politiques, c'est même pas cela qui nous intéresse. C'est l'écoute que nous aurons par rapport aux propositions que nous allons faire.
Enfin, je ne sais pas comment cela va se faire, mais lors des dernières élections législatives, je disais que logiquement, les élus guadeloupéens et voire les élus de l'outre-mer devraient se retrouver dans une structure outre-mer et non pas être qualifiés dans soit des structures nationales, que ce soit NPS, Rassemblement, Ensemble, etc. Parce que les intérêts de l'outre-mer ne sont pas privilégiés. Et dans le contexte qu'aujourd'hui on connaît la France, il est d'autant plus important que tous ces parlementaires puissent se retrouver pour qu'ils puissent être plus performants. En tout cas, c'est le souhait et c'est sur cette base-là que nous avions fait campagne lors des dernières législatives. Voilà, donc on reste à l'affût de ce nouveau gouvernement. On va parler maintenant du marathon du don qui a eu lieu au Memorial Act ce samedi. Donner son sang est très important et l'EFS ainsi que le Rotary Club ont mené de concert une opération. On voit un reportage ensemble. Cette initiative est du Rotary, l'ensemble des clubs du Rotary. Et bien sûr, l'établissement français du sang a répondu favorablement parce que c'est la première fois qu'on organise ça. C'est une journée dont on espère qu'elle se tiendra tous les ans et qui a pour objectif de collecter un maximum de dons et surtout de sensibiliser la population au don du sang. Pour une première édition, donc cette année, on a voulu que ce soit festif pour faire venir du monde, des donneurs, pour les motiver, pour faire parler du don du sang. Cette opération, donc on la travaille depuis 2 mois avec beaucoup de partenaires. Ça se passe très bien puisque tout simplement ce matin, il y a la queue pour faire le don. Il y a beaucoup de monde, donc je pense que la collecte sera très belle. Nous avions comme objectif de récolter 100 poches aujourd'hui. Je ne sais pas si l'objectif sera atteint, mais en tout cas, c'est bien parti. Nous sommes dans une action don du sang, donc nous sommes présents pour un peu sensibiliser les gens et montrer que la jeunesse aussi est en action, parce que c'est nous les futurs donateurs. Et donc voilà. Le but du Rotary, c'est de se rendre utile en fait au niveau de la communauté et donc évidemment donner son sang, c'est quelque chose de très très utile, c'est quelque chose de récurrent, ça ne peut pas être une action ponctuelle parce qu'on a besoin de sang en continu et donc nous avons décidé cette année de vraiment travailler de concert avec l'EFS pour ce très beau résultat que l'on voit aujourd'hui. C'est des actions ponctuelles comme aujourd'hui, le marathon du sang, mais en fait le don du sang c'est tous les jours, on a besoin de don du sang tous les jours pour répondre aux besoins de l'ensemble des patients de la Guadeloupe. Voilà, donc n'hésitez pas, en dehors de ces événements, à aller directement à l'EFS pour donner votre sang. On va parler bien-être maintenant et sophrologie avec Assia Sarah. Bonjour. Bonjour Iman. Pour sa chronique Mission Régénérescence, on lance le générique. Bienvenue sur la chronique Mission Régénérescence. Mission Régénérescence intervient auprès des familles, auprès des seniors, auprès de la jeunesse et en intergénérationnel. Elle promouvoit la santé, la vitalité au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Voilà, donc aujourd'hui il est question de sophrologie, on va découvrir les bienfaits. Est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est la sophrologie en quelques mots ? Oui, alors bonjour Iman, bonjour à tous. Bonjour. Donc je suis ravie aujourd'hui de venir vous parler de la sophrologie parce que je suis sophrologue et à mon sens c'est vraiment une science extraordinaire. Alors qu'est-ce que la sophrologie ? La sophrologie c'est vraiment une science qui permet de retrouver un bien-être considérable, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau mental et au niveau émotionnel. Et c'est là, en fait, où elle prend vraiment tout son sens dans sa complétude, parce qu'elle permet d'apaiser le mental, elle va permettre de retrouver un équilibre intérieur, corporel, profond, à travers des exercices très simples, des exercices corporels. Mais ce qui est très intéressant avec la sophrologie, c'est qu'on peut l'adapter à tous. Donc c'est une forme de relaxation, c'est ça ? Alors c'est effectivement une forme de relaxation, mais elle a sa différence. Parce que la sophrologie, c'est une forme de relaxation profonde et qui va apporter en fait beaucoup plus que de la relaxation, on va le voir tout à l'heure. D'accord. Du coup, quels sont les principaux bienfaits de la sophrologie ? Alors elle va intervenir sur les troubles du sommeil. Elle va intervenir sur tout ce qui est troubles d'attention, anxiété, stress. Elle peut aussi intervenir sur tout ce qui est phobie,
tout ce qui est pour les personnes en fait qui souhaitent se passer des examens, que ce soit des examens à l'hôpital par exemple, et se préparer psychologiquement à y faire face, la sophrologie s'y prête très bien. Donc ça agit sur le stress. Oui, mais aussi sur le côté mental pour par exemple les personnes qui veulent passer des compétitions, du côté sportif et avoir un mindset qui est assez important. La sophrologie en fait permet vraiment de booster le mindset, de booster le mental. Et c'est pour tout le monde, c'est adapté aux enfants, aux seniors. Oui, c'est ce qui est très intéressant à mon sens, c'est qu'elle s'adapte parfaitement aux enfants. Par exemple, pour les enfants qui ont des troubles d'activité, des troubles d'hyperactivité, d'agitation, d'anxiété, de stress, la sophrologie, en fait, à travers des exercices liés à l'enfant, va vraiment lui permettre de se canaliser et de retrouver de l'apaisement. Alors, on parle beaucoup des écrans. Est-ce que du coup, la sophrologie, ça peut être une solution pour ces enfants un peu soumis à une stimulation perpétuelle des écrans? Alors, effectivement, la sophrologie s'y prête très bien pour faire face aux écrans, à la chronicité des écrans qui sont délétères, on le sait, sur notre état de santé à tous, parce qu'elle va permettre de revenir sur le moment présent, de se connecter à sa respiration et du coup à déclencher un bien-être considérable. Après, par exemple, moi j'interviens en tant que sophrologue dans les CCAS où on fait des journées sans écran. Et là, on intervient par exemple dans la forêt et on connecte les jeunes, les enfants réellement à la nature, à se déconnecter, à leur montrer qu'il est vraiment possible de se déconnecter des écrans et à se connecter à leurs 5 sens et à leur respiration. Et pour les seniors aussi, est-ce que ça peut profiter à nos seniors pour les accompagner? Oui, tout à fait, totalement. Concernant les seniors, là aussi intéressant, Iman, c'est que très souvent, malgré soi, en prenant de l'âge, on a tendance à développer des douleurs chroniques. Et la sophrologie s'y prête très bien pour tout ce qui est douleur chronique parce que quand on va faire des exercices de sophrologie, on va porter notre attention sur la respiration et on va détendre le corps. Et comment ça se passe exactement en fait? Parce que oui, ça a l'air super, mais du coup, est-ce que je peux faire ça seule? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée? Quelles sont les méthodes? Oui, alors en fait, au départ, on fait ça toujours accompagné, d'accord? La sophrologie, en fait, on se laisse juste guider. Et comment ça se passe? On a juste besoin d'une chaise. Il n'y a pas de posture extravagante à faire. Il n'y a pas de mouvement, on n'a pas besoin d'être souple. Absolument pas. C'est ça. En fait, c'est là où c'est très intéressant et où ça s'y prête très bien pour les personnes même qui ont des handicaps. J'interviens chez les personnes qui ont des handicaps aussi physiques ou un peu mentaux aussi, mais assez légers, et qui permet en fait effectivement à travers des petites postures, des petits mouvements, de retrouver un bien-être. Donc, mouvement, respiration, guidance et visualisation. Voilà, la sophrologie, c'est vraiment à travers ces petits exercices-là qu'on a vraiment un bien-être considérable. Et combien de temps il faut pour voir des résultats? Est-ce qu'en une séance, j'ai plus mal au dos, ou je sens plus de stress, ou j'arrive à dormir comme il faut? Combien de séances il faut généralement? Alors déjà, en une seule séance, quand on fait une séance de sophrologie, ça va vraiment permettre de relâcher les tensions. La sophrologie, la base de la sophrologie, c'est la relaxation et c'est l'évacuation des tensions. Parce que on n'a pas idée, très souvent, on est dans le flot de la vie, surtout adulte avec notre charge mentale. La sophrologie, elle va vraiment permettre de libérer le mental et de déjà, à travers une seule séance, de retrouver cette sérénité, retrouver déjà un bien-être. Après quelques séances, il y a un travail qui s'opère plus en profondeur, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Si ça va être par exemple le sommeil, on va y venir tout à l'heure, on va travailler différentes choses. Si ça va être l'anxiété, le stress, pareil, on va axer vers ça pour pouvoir y retrouver bien-être et sérénité. D'accord, parlons du sommeil parce que c'est une problématique qui peut toucher beaucoup de personnes. Comment la sophrologie va permettre justement de dormir, tout simplement?
Oui, parlons du sommeil parce que vraiment, le sommeil, à mon sens, il est primordial parce que c'est pendant le sommeil que tout se passe. Donc, il faut savoir que les personnes qui sont privées de sommeil pendant longtemps, elles le savent, hein, c'est des personnes qui sont fatiguées, épuisées, qui sont stressées et qui très souvent, en fait, ils commencent à déclencher des impacts au niveau de leur santé physique, en plus du reste. Donc, la sophrologie, elle a réellement son rôle à jouer pour le sommeil parce qu'on va axer, lors de séances de sophrologie, des exercices de relaxation profonde pour libérer les pensées parasites parce que très souvent, quand on arrive normalement au moment du sommeil, ce qui fait qu'on n'arrive pas à dormir, c'est nos pensées là, qui sont là, notre charge mentale de la journée qui tourne en boucle et en boucle, tu sais. D'accord. Donc, quel serait le conseil pour quelqu'un qui veut commencer comment on fait? Alors, les personnes qui souhaitent commencer, allez-y, foncez. Foncez parce que vraiment, vous allez de toute façon, à minima, en retirer des bienfaits. Et puis, en continuant la sophrologie, hein, c'est tous les retours que j'ai, il y a vraiment un bien-être considérable qui s'opère. Hein. Voilà, au niveau de l'apaisement, au niveau du relâchement, du stress, de l'anxiété. Et puis, on l'a dit hein, concernant le sommeil. Je vous ai parlé tout à l'heure des douleurs chroniques. On parlait des seniors, mais très souvent, quand on rentre dans un état de stress chronique, on commence à développer des douleurs chroniques. Donc, la sophrologie, elle a vraiment son rôle à jouer. D'accord, donc ça permet d'anticiper la douleur. Au niveau de douleur, justement, est-ce qu'il y a des techniques particulières en sophrologie qui vont permettre de soulager? On a parlé de ça au niveau des articulations, mais il y a des douleurs plus ou moins intenses. En fait, à quel niveau la sophrologie va pouvoir agir? Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que durant la séance, c'est vraiment propre à soi, propre à ce que nous ressentons. Et le fait de pouvoir porter son attention sur son corps, sur la respiration, ça nous crée un bien-être intérieur. Ce bien-être, en fait, va créer une hormone qui est l'endorphine, qui est une hormone du bonheur, l'hormone que l'on déclenche quand on fait du sport, lorsque nous sommes vraiment dans une sensation de bien-être. Et donc cette hormone qui va être déclenchée durant cette séance va faire en fait, vous savez, équilibre. Et donc c'est ce qui va faire que la douleur, en fait, on n'y mettra plus notre axe dessus parce que nous aurons notre axe, notre visualisation, notre intérêt sur le sentiment de bien-être. D'accord. Est-ce que ce serait possible d'avoir une pratique simple à mettre en place pour les téléspectateurs pour leur donner un avant-goût d'une séance de sophrologie? Oui. Alors, sachez que pendant chaque chronique, à travers différentes thématiques, vous allez pouvoir jouir d'astuces concernant la sophrologie parce que voilà, je la mets à l'honneur. Je sais qu'elle est peu connue aujourd'hui et j'en connais tous les bienfaits et les bénéfices. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr, je vais vous faire part d'une astuce simple qui est possible de faire à n'importe quel endroit. Donc cette astuce, elle va vous permettre de vous retrouver dans un état ici et maintenant, de relâcher la tension. Mais vous verrez aussi que vous allez pouvoir l'utiliser pour vos enfants, par exemple, ou vos ados, et leur proposer aussi cette astuce. Donc, gardez-la bien en tête, parce qu'elle est importante. Alors, on a hâte. Donc, la première chose, c'est très simple. Vous déposez votre main sur le ventre, que ce soit dans un centre médical où vous sentez le stress arriver, que ce soit pendant une situation où la relation est conflictuelle, vous prenez un instant, déposez vos mains sur le ventre et portez votre attention sur la respiration. Uniquement sur l'air qui rentre à l'inspiration, ça donne. J'inspire profondément et je souffle. On souffle par la bouche. Vous soufflez par la bouche, okay. D'accord? Et donc, votre respiration doit être... On doit l'entendre. Vous savez, elle doit être bruyante. N'hésitez pas à faire en sorte qu'elle soit bruyante. J'inspire et je souffle. Ici, l'astuce s'appelle Régénère 5-5, d'accord? Donc, j'inspire et j'expire 5 fois.
Une fois que nous avons fait ça, nous le faisons une troisième fois. Inspire. Et souffle. Pendant 5 secondes. Une quatrième fois, inspire. Et souffle. Et une 5 fois encore plus profondément. Inspiration profonde. Et expire. Et souffle bien, souffle, 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 souffle. Déjà, quand tu as fait ça, il se passe déjà quelque chose dans ton corps. La deuxième chose, c'est porte ton attention sur les sens. En fait, lorsque vous allez faire ça, vous allez voir que le mental ne travaille plus. Donc, pensez à vos sens, c'est-à-dire là où vous êtes, portez votre attention sur ce que vous voyez. Uniquement sur ce que vous voyez. Puis sur ce que vous entendez. L'espace d'un instant sur ce que vous touchez. Si vous avez des choses à toucher autour de vous, touchez-les. Si vous n'avez rien, touchez-vous. Ensuite, la bouche. Portez votre attention sur le goût. Ne serait-ce que le goût de votre bouche, de votre langue dans votre bouche. Et pour la dernière chose, portez votre attention sur votre odorat, sur ce que vous sentez autour de vous. Donc voilà. Avec cette petite technique, donc 5 sens, on revient dans son corps, on respire et du coup ça apaise le mental, c'est ça l'idée. Exactement, astuce simple, régénère 5-5, 5 inspire, 5 expire et les 5 sens. Bon, alors je suppose que tous les téléspectateurs sont bien plus apaisés maintenant qu'ils ont fait ce petit exercice. En tout cas, merci pour cette pratique qui est simple à mettre en place. Et juste respirer et revenir à son corps peut être apaisant pour tout le monde. On va faire notre deuxième pause publicitaire. Merci Assia et à très bientôt pour cette nouvelle chronique. À très vite. Au revoir à tous. Deuxième pause publicitaire. Mission Régénérescence, rejoins-moi les lundis à 13h sur ZCL. Voilà, il est 13h31 et nous allons faire notre troisième plateau avec Marilène Ferdi qui revient parmi nous pour le journal du Campus Luminance. Bonjour. Bonjour Eman, oui c'est le retour, c'est notre rentrée du JCL. Pas trop fatiguée? Un peu, oui, c'est vrai. Il y a une pré-rentrée à Lyon, dans les WorldSkills. Oui, je reviendrai sur cette manifestation. Et là, c'est la grande rentrée dans le ZCL. D'accord, on lance le générique. Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Alors, nous allons, avant de parler de l'édito qui sera la thématique pour cette reprise, tu as parlé de WorldSkills. De quoi s'agit-il? Alors, les WorldSkills, je vais en parler brièvement parce que ça fera l'objet de soit un focus, un édito, je réfléchis encore. Les WorldSkills, c'est une compétition internationale qui a pour vocation de mettre en avant l'enseignement professionnel. Mais quand on parle de compétition pour mettre en avant l'enseignement professionnel, ce sont les savoir-faire. Imaginez un espace qui fait 10 fois le World Trade Center. 10 fois. C'est énorme. Organisé en espace, chaque espace représente une filière professionnelle et des jeunes de tous les pays du monde, donc dans des cabines, qui sont en train de faire une compétition sur leur filière. Ça peut être la cybersécurité et ils pratiquent. Ça veut dire que le public passe. Donc, on a reçu pour ces WorldSkills qui se sont faits à Lyon, donc à Euroexpo, 27 000 jeunes.
C'est énorme. 27. Et c'est vrai que les campus des métiers étaient présents. On nous a demandé de venir. Donc, tous les campus de toutes les filières et de toute la France étaient présents pour que chacun puisse promotionner sa région, promotionner ses réseaux et ses partenaires. Bon, ce sera vraiment important de faire un petit focus sur ce WorldSkills qui a l'air vraiment très passionnant. Aujourd'hui, on va parler de quoi dans l'édito? Alors, pour cette reprise, notre événement phare, qui ne va pas tarder, qui dans moins de 2 mois, ce sont les rencontres de l'audiovisuel. Alors, on va juste reprendre l'esprit des rencontres. Les rencontres, c'est un événement qui est en corrélation avec ce que représente un campus des métiers et des qualifications. C'est-à-dire, c'est un moment dans l'année où on met en avant tous les partenaires et on fait se rencontrer le monde de l'éducation et le secteur de l'audiovisuel en termes de formation et en termes de métier. Donc là, ce sera la 2e édition. Est-ce que, du coup, la première édition, quels ont été les résultats que vous avez pu recevoir sur cette première édition? Alors, la première édition, j'avoue qu'on a été timidement. L'objectif pour nous, c'était de pouvoir faire quelque chose qui réponde, donc sans forcément extraordinaire, mais pratique. C'est-à-dire pouvoir informer sur les métiers, sur la formation, sans plus. Et on a été surpris par le nombre de personnes, puisqu'on était sur une jauge de 300. Et on a reçu plus de 1000 personnes. Ah oui, quand même. Alors, dans les 1000, il faut savoir qu'on enlève les exposants. Oui. On enlève les personnes invitées pour la cérémonie d'ouverture. Et donc, il y a eu un réel engouement. On sent qu'il y avait vraiment un besoin. Donc, ça nous a donné encore plus envie. C'était pour nous inévitable d'avoir cette 2e édition parce qu'on se rend compte qu'il y avait un réel besoin d'information. Alors, du coup, le public, c'est pas juste des jeunes. Il y a eu des professionnels, mais... elle est destinée à quoi cette journée pour montrer les métiers qui existent? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails du coup sur les interventions? Alors les rencontres de l'audiovisuel, donc c'est un événement qui découle d'un diagnostic que nous avons fait quand nous avons étudié la filière de déficit d'information sur les métiers, mais aussi les formations qui existent. Par exemple, en Guadeloupe, quand on regarde un peu, on a fait un panorama de 2017 à 2020 sur tout ce qu'on pouvait retrouver en termes d'informations sur les formations audiovisuelles. Ça se résumait en gros au BTS des métiers audiovisuels. Au moment où je vous parle, on a 23 formations. Ça veut dire qu'on peut se former sur 23 formations en Guadeloupe et ça peut se développer. Simplement, il faut aussi comprendre que l'audiovisuel ne s'arrête pas aux caméramans ou autres. Il y a d'autres métiers, les maquilleurs, il y a beaucoup d'autres métiers qu'on peut faire. Donc, il y a des potentiels de formation qui peuvent être mis en œuvre. Simplement, il faut aussi que ça réponde aux besoins. Et nous, lors de ces rencontres, l'objectif pour nous, c'est de proposer à toutes ces structures, donc on a identifié des structures qui répondent à notre cahier des charges, qui ont des formations structurées qui potentiellement peuvent répondre à qui? Alors, nos publics, on va y revenir. Oui. Alors déjà, je vais rappeler la date, c'est le vendredi 15 novembre, de 9h à 16h, pardon. Et donc, le public, c'est les étudiants qui veulent s'orienter vers l'audiovisuel ou se réorienter, les jeunes qui sont en terminale, parce que ça se fait à 1 mois de l'ouverture de la plateforme Parcoursup, de vouloir venir découvrir les formations, les demandeurs d'emploi, mais aussi les professionnels. Et là, cette année, on a demandé à des structures comme l'AFEMIS, qui était déjà venue l'an dernier, donc c'est une grande école du cinéma, d'aussi proposer des formations continues, notamment sous le cinéma. Alors, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que 5 minutes ne suffiront pas suffisamment pour présenter. Exactement. Donc, ça va se faire progressivement. Pendant de maintenant jusqu'au 15 novembre, un focus sur presque toutes nos rubriques vont porter sur les rencontres de l'audiovisuel et on va profiter pour vous présenter tous les partenaires. Alors, juste une nouveauté en termes de partenaires, on a URAD University qui sera là, donc ils ont un super département industrie culturelle et créative dans le cinéma et dans le journalisme. Nous avons aussi Apax Designer, c'est une structure spécialisée dans le son, dans la musique. Donc, c'est Dominique Légitimus, le frère de Pascal Légitimus, qui va représenter. Donc, l'autre nouveauté aussi, c'est qu'on a le campus des industries culturelles et créatives de CAPA, province Alpes-Côte d'Azur, qui regroupe
toutes les universités de Marseille à Cannes, en passant par Aix-Provence, voilà, sous toute la région PACA qui sera là. Et notamment, la thématique pour eux, ça sera la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Oui, on parle beaucoup de cette thématique, l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que c'est si controversé maintenant? Alors, ça dépend de quel point de vue on se pose. Alors, c'est paradoxal, c'est controversé, mais pourtant, tout le monde se l'approprie en termes d'outils. Tout le monde. Je peux vous assurer, tout le monde. Alors, c'est comme toutes les nouveautés technologiques, c'est controversé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette crainte, notamment, et qui est justifiée des pertes d'emploi. Certes, on sait toujours que quand il y a une mutation technologique, ça entraîne des pertes d'emploi, ça entraîne des créations, mais quand même le déficit, parce que souvent, les postes qui sont créés, ce sont des postes qui, à haut niveau en termes de qualification, alors que ceux qui sont créés, donc il n'y a pas un rattrapage, le gap reste toujours important. Moi, je prends l'exemple, les doubleurs de voix, eh bien, ils sont déjà remplacés, et ainsi de suite. Donc oui, c'est justifié, mais nous, c'est la raison pour laquelle nous en avons fait notre thématique, c'est pour pouvoir en parler, en discuter. Alors, on a la chance d'avoir un expert qui a été sollicité par ChatGPT, donc le laboratoire OpenAI, et qui viendra nous expliquer les enjeux, les opportunités de l'IA dans le monde de l'économie, dans le monde de la culture, dans le monde de l'éducation. Ce ne sera pas raté, donc le 15 novembre, mais on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Juste pour, petite question, juste pour terminer, qu'est-ce que c'est le Master TED, ce principe? Alors, chaque année, on vient avec des nouveaux concepts. Pourquoi? Parce qu'on est au début des rencontres de l'audiovisuel, mais c'est un concept qui va évoluer. Et donc, cette année, on a décidé de lancer notre concept. C'est le Master TED Talk. C'est quoi? C'est très simple. C'est un orateur qui a une expertise dans un domaine en lien avec les industries culturelles et créatives. Donc, il a une renommée internationale et qui vient donner une information à un type de public bien précis. Le public qu'on vise, ce sont les financeurs, les commanditaires et les prescripteurs. Et c'est filmé. Donc, ça veut dire que le grand public pourra voir, parce que ça va être filmé en Facebook Live, et assister au Master TED Talk. Et ça fait, alors, on lance le concept du Master TED Talk lors de ces rencontres, mais pendant l'année, on en aura un autre où on va faire venir d'autres orateurs, y compris de la Guadeloupe, parce que nous avons d'excellents orateurs qui ont une renommée internationale dans les industries culturelles et créatives en Guadeloupe. Bon, ben, en tout cas, un gros programme, un beau programme prévu donc, pour le RAC, deuxième édition, donc vendredi 15 novembre, donc dans les jardins de Guadeloupe la première avec le campus Luminance. Et mercredi, on se voit pour parler à 13h30 de... Alors, on reste toujours sous le côté étudiant. Alors, bien sûr, ça sera encore les rencontres de l'audiovisuel, mais surtout pour les jeunes, les étudiants, les scolaires et les demandeurs d'emploi, il y aura une thématique spéciale pour eux. Bon, ben rendez-vous mercredi 13h30 avec Marilène. On va, en tout cas, merci pour cette première édito, et on va reprendre le fil de l'actualité et parler de l'AG du syndicat des écoles et des collèges. On voit un reportage. Chaque année, nous tenons cette assemblée générale pour faire un petit peu le point, savoir comment s'est passée la rentrée, quels sont les soucis que rencontrent les enseignants dans leur pratique, et puis voir un petit peu ce qu'on va mettre en place et comment on va se comporter, puisque le SNCL a tâche d'avoir dans chaque établissement scolaire, collège ou lycée, un correspondant qui va faire remonter les situations particulières que rencontrent les collègues. Et donc nous nous intéressons à tous les collègues, mais en particulier à nos adhérents, et nous tâchons de toujours trouver des solutions pour qu'ils puissent pratiquer leur métier le plus facilement possible. Nous sommes réunis ce matin pour faire le point et surtout pour faire le constat que nous assistons à une rentrée démissionnaire, c'est le mot que j'aime utiliser maintenant, puisque tout le monde a démissionné du ministère, puisque pour l'instant nous n'avons toujours pas de ministre de l'Éducation.
à l'autorité rectorale qui se satisfait de cette rentrée en nous affirmant qu'il n'y avait que 16 BMP, c'est-à-dire des blocs de moyens provisoires, qui manquaient pour que les choses se passent bien dans cette académie. Alors que nous constatons sur le terrain, puisque nous avons des remontées de nos correspondants, que dans pratiquement tous les établissements, il manque des profs. Dans pratiquement tous les établissements, si on fait le calcul, si on fait l'addition un petit peu de nos remontées, nous voyons qu'il manque entre 15 et 20 profs par discipline dans cette académie pour qu'elle fonctionne normalement. Je dis qu'on a un travail qui est très important, puisque tous les adultes de demain passent par nos mains. Et donc, les syndicats sont là pour faire en sorte que les enseignants puissent faire leur travail dans les meilleures conditions. Voilà, donc une rentrée quand même, on va dire, soumise à des grèves. Et justement, lycée de Port-Louis, il y a eu un débrayage ce matin qui a été organisé pour pouvoir répondre aux mauvaises conditions de travail et d'apprentissage. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet d'ici demain. Parlons maintenant environnement avec la conférence de presse qui a eu lieu ce samedi avec Sinoval. Sinoval, c'est le syndicat d'innovation et de valorisation. C'est un syndicat de collecte et de traitement des déchets. Et ils ont fait une porte ouverte, notamment pour parler de nouveaux dispositifs, notamment avec les ambassadeurs de tri qui pourront venir au domicile pour pouvoir vous expliquer ce qu'il faut mettre dans les poubelles. On voit un reportage d'Olivier Moradel. L'objectif vraiment, c'est qu'on puisse, à travers cette conférence de presse, que les administrés de deux territoires, que ce soit la CARL ou la CNGT, puissent s'imprégner du mot Sinoval, du Sinoval, et qu'on puisse justement, à travers cette action, permettre et sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets, comment faire pour que les accompagner au mieux dans leur parcours jusqu'à la déchetterie. Donc c'est tout un ensemble d'actions qu'on pense mettre en place pour rendre un service à nos administrés. Nous avons pu faire découvrir à la population la ressourcerie de Monalo. À travers cette ressourcerie, donc c'est la revalorisation d'objets qu'on n'utilise plus chez soi, et donc on assure à cet objet une seconde vie, et c'est tout bénéfique parce qu'en fait c'est l'économie circulaire, et puis on peut bénéficier à moindre coût de ces objets et puis les utiliser. Le syndicat s'est doté de plans de prévention de déchets qui est visible sur notre site avec un certain nombre d'actions. Ensuite, on a le côté de la prévention, les ambassadeurs de tri qui aujourd'hui passent sur le terrain, qui passent dans les écoles, les associations pour expliquer un petit peu tout ça dans la population pour divulguer un peu cette information. Et aussi, on compte également sur la presse puisque voilà, c'est un canal de communication un peu comme les autres, et il nous semble opportun en tout cas de vouloir le mettre en œuvre aujourd'hui. Les 4 communes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade, lorsque vous avez un problème au niveau de votre foyer concernant la collecte de déchets, la réclamation doit être portée à Sinoval. Sinoval est organisé, Sinoval est là pour la gestion de vos déchets, la gestion des collectes. Actuellement, sur le territoire de la CNGT, les communes de Port-Louis, Petit-Canal, Anse-Bertrand, une partie de la commune du Moule, ils n'étaient pas encore dotés de poubelles jaunes. Donc on a voulu, à travers cette conférence de presse également, informer la population que la distribution a commencé sur le territoire de Grande Terre. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'uniformiser en fait, les deux territoires, la CARL et la CNGT, pour qu'on puisse avoir une même vision, une même optique dans cette démarche qui nous anime au quotidien, c'est la réduction des déchets. Voilà. Alors, aller vers plus de solidarité, c'est l'objectif du déploiement des ambassadeurs de jeunesse. 10 premiers recrutements ont été officialisés ce vendredi 13 septembre à la résidence départementale. L'idée est de pouvoir promouvoir et soutenir la jeunesse en matière d'insertion sociale. On voit un reportage ensemble. Alors, nous recevons aujourd'hui des ambassadeurs jeunesse. C'est une volonté du président de la collectivité départementale que de pouvoir apporter des solutions au territoire, notamment pour les jeunes. Donc, nous avons une dizaine d'ambassadeurs jeunesse qui vont travailler sous la houlette de Dali, qui est le coordonnateur de ces ambassadeurs jeunesse. Quel sera leur rôle? Leur rôle, c'est d'aller à la rencontre des jeunes, d'expliquer les dispositifs qui sont à leur disposition, parce que souvent, on a une méconnaissance très grande de la part des allocataires du RSA ou des jeunes, des dispositifs qui existent pour eux. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de lancer cette opération, de vous présenter les ambassadeurs jeunesse et leur mission.
c'est le premier jour, c'est un jour très important pour nous. Première séance de recrutement de nos jeunes ambassadeurs. Donc ils sont là justement pour faire du aller vers. Ils sont là pour aller à la rencontre de nos jeunes qui sont en difficulté, ce qu'on appelle le public NEET. Et il n'y a rien de plus important et surtout crédible d'avoir des jeunes qui ont eu la même histoire, le même vécu et qui pourront justement montrer justement à cette jeunesse qui est dans une interrogation de la vie qu'il y a moyen de faire des choses positivement. Voilà, ce sont véritablement des relais, mais aussi porte-parole et faire savoir en fait les dispositifs. Leur programme, c'est d'aller justement à la rencontre de ces jeunes et de pouvoir leur faire connaître les dispositifs du conseil départemental, de faire savoir qu'il y a des choses qui sont mises en place pour eux et voilà, tout simplement faire avancer le Guadeloupéen. Le recrutement n'est pas facile parce qu'il faut aussi avoir des personnes qui ont justement la légitimité sans forcément, ils ont la légitimité sans forcément ne pas, avoir les couilles. Je préfère te dire le mot franchement, ils ont les couilles. Donc en fait, il faut aussi avoir des personnes qui sont crédibles, qui peuvent en fait parler pour les jeunes qui sont déjà même en déance. L'ambassade de jeunesse, c'est du aller vers. Aller vers, c'est-à-dire aller vers des jeunes de 25 ans et plus qui sont en décrochage. Je m'explique. On a maintenant des phénomènes, ce qu'on appelle des blocs, des jeunes qui restent pour une journée et qui forcément n'ont pas d'insertion professionnelle ou sont plus en insertion. Donc nous, c'est du aller vers, on va vers eux, on leur demande du coup quels sont leurs projets professionnels, ce qu'ils veulent faire et les aider au maximum dans leur démarche. Bien évidemment, il faut beaucoup de sang-froid et de patience, puisque nous avons des jeunes qui n'aiment pas forcément attendre. Eux, c'est tout de suite. Mais en fait, nous, c'est là, les aider avec eux, les amener avec nous, avoir de la patience, parce que forcément, ce ne sera pas pour tous les jours, mais les aider, les emmener, et beaucoup de sang-froid, parce que forcément, les caractères ne sont pas forcément identiques. On aura toujours un souci de, voilà, je suis sur mon quartier, tu es dans ma zone, donc on a, voilà. C'est beaucoup de sang-froid, dire oui, je suis dans ta zone, je ne suis pas là pour du mal. Je veux t'aider, donc ça a trop aussi de descendre un peu ton ego, moi aussi, on va revenir ensemble pour aller le plus loin. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission. On va refaire le tour de nos invités. Aujourd'hui, nous avons reçu le docteur Nora Edreville, médecin de la PMI, ainsi que Viviane Mélion de France. Elles nous ont parlé du séminaire qui aura lieu le 20 septembre sur le syndrome du bébé secoué. Donc un séminaire pluridisciplinaire, médico-juridique pour pouvoir créer un maillage et prévenir ce syndrome qui touche un enfant sur 10 en France. On a aussi évoqué avec Maïté Perrault, la fondatrice de Cacafête et de Serenity Island, de la rentrée culturelle et des différents temps forts qui auront lieu sur notre île, notamment avec le CIF, donc qui sera le premier festival concernant le cinéma, donc au Cinestar. Avec Asia Sarah, dans sa chronique Régénérescence, il était question de sophrologie. Elle vous a donné une première technique qui vous permettra d'apaiser le mental. Et avec Marilène Ferdi, on a évoqué donc sa rubrique édito, le RAC, donc la deuxième édition des rencontres de l'audiovisuel qui auront lieu le 15 novembre au jardin de Guadeloupe la Première. Elle reviendra sur ce sujet dans différentes éditions. Au niveau des titres de l'actualité, on a évoqué forcément la Miss Guadeloupe, donc avec Moïra André qui a été élue Miss Guadeloupe hier, donc qui sera pour Miss France notre candidate, ainsi que de sa Miss, donc sa première dauphine, qui a été soutenue par un collectif donc de la ville de Petit-Bourg qui était à côté de sa Miss. On a aussi évoqué le marathon qui s'est déroulé sur le Memorial Act en collaboration avec l'EFS et le Rotary pour pouvoir favoriser le don qui est très important dans notre île. Il était aussi question de l'AG du syndicat SNCL, donc qui a fait le point sur la rentrée. À noter qu'un débrayage est réalisé actuellement au lycée de Port-Louis. On reviendra sur ce sujet. Il était aussi question de la conférence Sinoval, donc l'occasion de faire un point par rapport au traitement des déchets et aux nouvelles initiatives qui sont
mises en place pour permettre un meilleur traitement de ces déchets auprès de la population. On vient d'évoquer le déploiement des ambassadeurs jeunesse, donc un dispositif de solidarité. On a fait aussi un petit point sur l'actualité politique avec l'interview de Guy Losbar pour connaître justement son avis sur la politique en France et son impact sur la Guadeloupe. Voilà pour les titres et les sujets que nous avons pu évoquer aujourd'hui. On revient demain. J'espère que vous avez passé un bon moment. 13h52, on revient demain pour une prochaine édition du ZCL. À très vite.